Ce matin-là, de voir à la fois la présidente du Parlement européen et la présidente de la Commission européenne ouvrir la plénière d'une conférence sur Beyond Growth en faisant la promotion de la croissance économique. That is what sustainability is. It is growth that we have to deliver. Là, moi j'étais là en train de serrer mes nouilles, je me dis non. Salut Tim, comment tu vas? Écoute, ça va. On s'est vu il n'y a pas très longtemps, c'est le plaisir Ouais. de te revoir, tu es toujours aussi beau gosse. Merci. Tu t'es quand même sapé parce qu'on est dans un cadre très spécial là aujourd'hui. Et ouais, Parlement européen, donc je me suis dit que c'était le moment où il fallait sortir la chemise. Ouais, on est là pour les cycles de conférences Beyond Growth, c'est assez inédit, c'est la deuxième édition où on parle, et c'est très très rare, de décroissance, d'arrêter avec l'indicateur du PIB, bref, toutes les conversations qu'on a pu avoir, toi et moi, dans une vidéo que je vous invite à regarder ci-dessous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a toujours des choses à dire, je vous invite bien sûr, et déjà je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limites, on parle des limites planétaires. Je vous invite à vous abonner, vous connaissez la chanson. C'est important aussi de commenter, c'est très bon pour l'algorithme, et de pousser cette vidéo un maximum sur des sujets qui représentent simplement votre avenir et peut-être une histoire de vie ou de mort aussi, hein, on peut y aller cash dans les propos. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas de baisser la résolution. Même si on n'est pas là pour un très très long moment, mais on va quand même discuter de fond. Alors déjà, comment tu vas toi? Et bah ça va, c'est un grand moment, je pense qu'il y a pas mal de pression aujourd'hui parce qu'on a ces 3 jours pour faire passer un message ultra important que tu connais, un message qu'on n'a pas réussi à faire passer en septembre 2018 à la première conférence qui a été organisée ici, où il y avait beaucoup moins de personnes, il y avait 400 personnes et c'était un peu passé sous le radar de tous les médias. On a du monde, hein, l'hémicycle rempli. Là, ça va être impossible de mettre ça sous le tapis. Impossible de mettre ça sous le tapis, mais c'est très important de faire en sorte quand même qu'on puisse discuter des sujets desquels il faut discuter et pas retourner sur un petit peu les trucs semi-consensuels du genre oui, le PIB est un indicateur avec des limites, revenir dans les années 2000. Non, là, il faut vraiment faire avancer les sujets qui sont nouveaux, se dire voilà quelles sont les choses dont on n'a pas pu discuter en 2018, qu'est-ce qui a changé. Voilà, ce matin, hein, dans la plénière, hein, par exemple, quand Ursula von der Leyen, elle ouvre et elle présente le pacte vert européen. Moi, je suis choqué quand même qu'on présente un petit peu de manière réchauffée un truc qui a été implémenté en 2019, donc 10 années avant. Donc déjà, il y a plus de 4 ans, la situation écologique a évolué. Et donc, on puisse, en gros, on a une conférence où on est censé avancer, vraiment faire un pas en avant, et là on présente en fait les trucs qu'on fait déjà. Ce qui était fait, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a une vidéo sur le Green Deal où je le tacle un petit peu, en plus c'est ouf, j'étais sponsorisé par la Commission Européenne pour faire cette vidéo, ils n'étaient pas très contents derrière, mais c'est de l'honnêteté, la vidéo est disponible, elle est juste ici au-dessus pour comprendre un petit peu ce qui tient pas non plus trop la route, parfois dans le Green Deal. Ton avis sur la présidente du Parlement européen qui s'est exprimée, Roberta Metsola, et qui a dit on a besoin de croissance économique. Ça a rigolé dans l'hémicycle. Hein. Ouais, je pense qu'elle n'a pas dû avoir le mémo. Donc tu pouvais voir sur le live stream Roberta qui présentait avec derrière la grande affiche Beyond Growth. Et donc elle qui nous disait qu'on a besoin d'une croissance différente, qu'on a besoin, que c'est la responsabilité qu'on a envers les futures générations de promouvoir la croissance économique, qu'il faut que cette croissance elle soit pour payer les dettes, soutenable. Ouais. Et donc là on est, on rêve. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite que c'est justement les choses qui ont été critiquées après dans les discours de Sandrine, de Jason, d'Adélaïde, c'est exactement cette obsession avec la croissance économique. Donc là, c'est génial parce qu'en 1h30, on voit les deux côtés du spectre. On voit donc l'obsession de la croissance économique, hein, cette espèce d'idéologie comme quoi qu'on fasse, que ce soit le social, le culturel, l'écologique, il faut toujours qu'il y ait un PIB qui grimpe. Forcément, ça c'est la condition sine qua non pour faire quoi que ce soit dans nos sociétés modernes. Et d'un autre côté, les personnes qui vont venir justement critiquer cette obsession de la croissance économique, de dire c'est un obstacle à la soutenabilité. Alors moi, il y a un truc que je voudrais creuser avec toi. Suite à notre vidéo qu'on a faite, il y a pas mal de gens sur Twitter qui m'ont envoyé un graphique que tu connais très très bien, je pense. Je pense que tu captes déjà vers où je veux t'amener. Sur le découplage, visiblement, qui a fonctionné dans certains pays, je ne sais plus si c'est l'OCDE ou les pays européens, où effectivement le PIB, les émissions de gaz à effet de serre baissent et le PIB continue à augmenter. Je voulais ton avis sur ce truc-là. C'est un graphe qu'on trouve sur le blog en ligne Our World in Data. Et ouais, ça montre en effet qu'une poignée de pays a réussi à augmenter son PIB tout en faisant baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et l'intervention que je vais faire demain en plénière,
c'est une sorte de boule de démolition pour justement faire tomber ce graphe, qui n'est pas une étude scientifique, c'est un graphe avec des données brutes, qui nous montre des trucs en fait qui peuvent porter à confusion parce que, on l'a rappelé ce matin, le but c'est pas de baisser les émissions, de la même manière que si tu fais un régime, tu as 20 kilos à perdre, si tu perds 20 grammes, tu vas pas dire oui, bon c'est bien, trop bien, j'ai un régime sain. Non, en fait, là c'est pareil, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre assez rapidement. Ça c'est le premier point. Aucun de ces pays n'a réussi à le faire. Et donc, on peut discuter les chiffres, mais la logique, elle est quand même assez solide. C'est-à-dire que quoi qu'on ait réussi à réduire pendant des périodes de croissance économique, ça serait plus facile de le réduire si en même temps on faisait de la sobriété, de la décroissance, on est ciblé en fait les biens et services, la production, la consommation la plus intensive en carbone, et on venait réduire ça directement avec ce qu'on appelle des demand side mitigation, c'est-à-dire venir agir directement sur la production et la consommation. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ce graphe, il te montre que le carbone. Mais on comprend bien, quand tu fais de la soutenabilité, des sciences de la soutenabilité, qu'une économie soutenable, c'est une économie qui va utiliser l'eau de manière soutenable, les sols, qui a une relation harmonieuse avec la biodiversité, qui a une empreinte matérielle raisonnable, qui a une empreinte carbone raisonnable aussi. C'est en fait toute une pléthore d'interactions écologiques qui chacune répondent à des limites planétaires. Aujourd'hui, quand on prend tous les pays justement qui sont montrés dans ce graphe, ils ont tous explosé leurs limites planétaires. Et là, on va choisir un petit indicateur de montrer, non mais regardez, il y a une tendance à la baisse et donc la croissance est verte. Et cette tendance à la baisse, elle passe par rapport à une forme d'exportation de l'industrie qui représente beaucoup aussi. Et puis, c'est-à-dire que les pays riches ont l'occasion de décarboner d'une certaine façon leur mode. Le transport, on parvient à le décarboner, on parvient à réduire un petit peu partout à gauche, à droite. Mais qu'au final, ta grosse industrialisation qui pollue énormément, elle a été exportée en partie. Est-ce qu'il y a une corrélation avec cette idée-là ? Oui, il y a deux choses. Alors, quand tu compares les baisses d'émissions territoriales, donc à l'intérieur du territoire, sont toujours plus importantes que les baisses d'émissions en empreinte qui prennent en compte donc les émissions importées, parce que tu as raison, au fil des décennies, les pays riches, ils ont exporté les industries les plus polluantes dans d'autres pays. Où on a toujours le droit de bien polluer. Où on a le droit de bien polluer, donc c'est pour ça, on ne le rappelle pas souvent, mais quand l'Europe dit il faut réduire les émissions de moins 55% d'ici 2030, c'est les émissions territoriales. Donc si on prenait toutes nos industries les plus polluantes et on les exportait dans un autre pays, mais on continuait à conduire les voitures et tout, on arriverait à baisser les émissions sans problème. Bien sûr, à l'échelle globale, ce serait stupide parce que les émissions continueraient d'augmenter. D'ailleurs, elles augmenteraient plus rapidement parce que les pays où on exporte justement nos productions ont des mix énergétiques qui sont plus carbonés que les nôtres. Alors ça, bien sûr, c'est des dynamiques qui sont différentes si on parle du carbone, si on parle de la biodiversité, si on parle des sols, de l'usage de l'eau, de toutes ces choses-là. Mais quand tu regardes la France, par exemple, les émissions importées, c'est 51% de l'empreinte carbone. Donc quand la France nous dit « oui, on va réduire les émissions de temps », avant 2030, déjà, elle ne regarde que la moitié de ses émissions. Et pour réduire les émissions importées, tu ne peux pas décider d'aller demander à un autre pays de produire différemment. C'est pour ça que agir sur la demande, dire voilà, c'est simple, on va arrêter de consommer ces produits, c'est une politique beaucoup plus rapide. Et ça, c'est c'est l'une des forces de la décroissance. Et j'espère qu'on aura l'occasion pendant cette conférence d'en parler. Je ne sais pas si tu as remarqué d'ailleurs ce matin, je ne crois pas que le mot décroissance ait été prononcé une seule fois. Non, il n'y a pas eu degrowth. Ah, c'est curieux, même de la part de Jason, qui a eu quand même un discours magnifique de radicalité. Et Jason Hickel, qui est quand même l'un des académiques les plus actifs sur le sujet de la décroissance, on voit que c'est cette plénière, personne n'a prononcé le mot qu'il ne faut pas prononcer. Alors moi, ce sera mon cas dans ma plénière demain. Et tu vas le dire, tu vas y aller à fond. Je ne vois pas en quoi. Et c'est une plénière, c'est l'hémicycle, normalement, il y a tout le monde qui est là. Mais non, c'est pas un gros mot, mais je crois que j'ai un talk avec Philippe Lambert, justement, l'organisateur de tout ça, assez déconstruit, tu l'as entendu, où lui, il avait précisé, en fait, alors je sais plus si c'est dans la vidéo ou en off, que le mot degrowth, il fait encore trop peur et que lui-même est conscient que s'il avait appelé Beyond Growth, en fait, d'ailleurs j'ai même un lapsus au début, je dis dans la vidéo, je dis Beyond Degrowth parce que pour moi c'est une évidence. Mais en fait, s'il avait appelé ça par exemple Degrowth, alors il m'a dit ça ne serait pas passé parce qu'il y a encore trop de points de vue négatifs autour de ça, que c'est encore trop le construit d'une récession ou de quelque chose de sombre en quelque sorte. Ouais. Toi, pour toi, justement ça c'est intéressant. Est-ce que c'est mort, le mot il est borné parce que quoi qu'il arrive il a trop un sens construit autour du retour au Moyen-Âge, sur la récession, sur les crises économiques, ou est-ce qu'il est quand même possible encore de le faire passer pour qu'il soit accepté dans la sémantique, dans l'opinion publique ? Il monte en popularité.
Déjà, ça c'est Tu le sens là, ça, ouais, c'est un c'est fait. les Les dernières sondages années. aussi nous disent, et quand tu regardes un petit peu les livres publiés, les articles, les vidéos, l'usage du terme sur Google, Ouais. le développement des pages Wikipédia, on voit quand même que la décroissance, même sur Twitter, est un mot qui est de plus en plus utilisé. Et après, il y a quand même un aspect de clarté, c'est-à-dire imagine moi je repars toujours sur la même analogie, mais imagine moi je suis médecin spécialiste de l'obésité, et là j'ai un patient qui arrive en situation de surpoids, je dis ok, moi ma stratégie, c'est aller au-delà de l'obésité. C'est le mec qui va me dire, mais c'est qui ce médecin? De l'obésité verte. Oui, c'est ça, on va faire... Je dis non, le but c'est de perdre du poids. Et pour perdre du poids, comment on va faire? Il va falloir consommer moins de certains trucs. Ça va pas vouloir dire qu'il faut arrêter de manger C'est et ça. qu'on va le faire de manière indéfiniment, mais au moins on appelle un chat un chat. Ouais. Et là aujourd'hui, dans ces conférences, si on veut pas juste faire du violon et faire des discours pendant 3... Moi j'aime bien, hein. C'est beau, c'est presque poétique. Il faut juste qu'on puisse identifier, et c'est ce que disait Philippe très bien, pas justement les mots, mais les politiques spécifiques, les actions qui vont nous permettre de faire ce que l'on veut faire, parce que Jason, Sandrine et Adélaïde l'ont tous les trois rappelé, l'Europe aujourd'hui ne va pas arriver à atteindre son objectif de réduction d'ici à 2030. Donc la question c'est, soit vous abandonnez l'objectif de la stabilité climatique, là c'est bon. Ce il y a que pas a de souci, hein. annoncé entre guillemets Macron avec une pause de 5 ans. Hein. Alors ça c'est la position française, mais bon je le recommande pas quand même à l'échelle européenne. Soit on abandonne ça, soit on se dit non, ça c'est important, c'est la priorité. Je pense que quand même là maintenant avec tous les mouvements, c'est impossible de nier quand même l'importance que les gens donnent à la stabilité climatique et à la soutenabilité écologique en général. Si l'on veut atteindre cet objectif, quelle stratégie on a pour y arriver? La stratégie croissance verte, c'est une stratégie qui ne nous mène pas à cet objectif. Donc on peut continuer à le faire, mais seulement si on abandonne l'objectif. Donc là, on a un choix et ça va être simple. Moi, je le présenterai demain avec quelques chiffres vraiment pour espérer vraiment montrer que c'est pas non plus genre on va peut-être l'atteindre, il y a une petite incertitude, c'est on est à des années-lumière de même pouvoir l'atteindre. T'imagines, tu essaies de mettre un panier au basket et là, tu es à 3 km du jeu. Tu fais très bien. Oui, peut-être que tu vas y arriver. Non, il n'y a aucune chance de probabilité que tu y arrives. Il va falloir que tu te rapproches. Même une fois que tu te seras rapproché, ça va être difficile, mais si tu te rapproches à 10 mètres du panier, ça va être quand même beaucoup plus facile. Et bien là, on se rend compte que la sobriété, la décroissance, toutes ces stratégies qu'on a d'agir sur la production et la consommation, ça va nous permettre de se rapprocher, ce qui va rendre en fait l'objectif beaucoup plus faisable. Le terme degrowth n'est pas arrivé. Moi, je veux revenir à cette question. On va le conserver, décroissance et degrowth. Quel autre mot, admettons, pourrait faire plaisir à ma mère pour qui ces questions-là, j'ai testé la décroissance avec ma mère, quoi? Elle n'est pas du tout sensibilisée. Quel autre terme on pourrait amener, tu penses, sur la table? Alors ma mère déteste aussi la décroissance, je lui passe le bonjour d'ailleurs, et elle essaye à chaque fois de trouver des mots plus sexy. La post-croissance, là on voit déjà aujourd'hui on commence à jongler Ça, un c'est petit peu. après la phase de décroissance. Alors moi, dans mes travaux, je l'ai Ouais. conceptualisé comme ça. C'est pas tout le monde. Moi, je trouve ça clair de dire décroissance, régime temporaire, pour passer d'une économie en dépassement écologique, et ensuite post-croissance, Stationnaire. Ça une monte, ça économie descend, stationnaire qui monte et descend, et post-croissance pour montrer vraiment la mentalité de le but, c'est plus de faire de la croissance, et là on passe à une économie du bien-être. Ça, c'est un terme qui est pas mal aussi, qui circule beaucoup aujourd'hui, de se dire, bah voilà, une fois qu'on a atteint une certaine taille optimale d'une économie, on arrête de se concentrer sur les volumes, sur la quantité, on passe en mode qualité et bien-être. ça. Quels pays ont décidé de le faire? C'est relatif, je sais pas. Sandrine rappelait ce matin que la Nouvelle-Zélande, la Finlande, l'Écosse, partie du Canada, l'Islande, c'est des pays donc, qui sont engagés à changer leur indicateur de richesse. La Nouvelle-Zélande en 2019, qui a introduit les budgets bien-être, par exemple. Mais ça, faut pas non plus aller trop vite en besogne. C'est pas des pays qui d'un coup se sont dit bon bah voilà, on va réorganiser complètement notre économie, on va, comme le recommandait Jason ce matin, faire décroître les secteurs superflus, on va redistribuer les richesses, on va investir dans les infrastructures publiques, dans le Universal Basic Services et tout ça. Non, c'est pas des pays qui l'ont fait. C'est des pays qui ont fait la première phase de se dire ah bah tiens, la croissance devrait cesser d'être notre boussole. Donc au lieu de maximiser la croissance en termes de gouvernance publique et de la façon dont on mesure la prospérité, on va mesurer les budgets bien-être et essayer de maximiser ou optimiser ou satisfaire ou sécuriser, tu trouves le verbe que tu préfères, le bien-être.
Donc ça, c'est un petit peu, tu changes le logiciel. Mais parfois, il ne suffit pas de changer le logiciel, il faut aussi changer le hardware. C'est ça, mais quelle est la perception du bien-être alors? Parce que si la perception du bien-être d'un pays qui change l'indicateur, on dit ok les gars, on va se focaliser sur le bien-être, mais que dans le paradigme, le schéma de pensée de ce pays-là et de ses habitants et de ses citoyens, le bien-être passe par le fait de pouvoir manger plein de burgers autant qu'on veut, avoir la grosse voiture, avoir ci, avoir ça, et que c'est ce concept du bien-être, en fait, tu vas augmenter tes émissions de gaz à effet de serre, en quelque sorte. Mais déjà, ça serait une amélioration. Si aujourd'hui on passait un indicateur de consommation de burgers bruts, le CBB, ça serait génial, parce que là, on voudrait manger énormément de burgers, on boufferait 3, 4, 5 burgers par jour, au bout d'un moment, on arriverait à un point de satiété, on n'en pourrait plus, on irait vomir, on se dirait franchement, après une semaine à bouffer des burgers tous les jours, on en a marre. Là, ça montre bien en fait que la satisfaction des besoins humains, ça répond toujours à des taux de satiété. Donc même là, on aurait une phase de croissance qui, au bout d'un moment, je pense que tu as un plein taux. Tu n'as pas une croissance de consommation de burgers de 3% par an de manière exponentielle à l'infini. Sinon, au bout d'un moment, je pense que tu meurs. Donc là, on voit bien que si le bien-être, c'est la satisfaction des besoins, et les besoins, c'est des choses concrètes, se loger, se nourrir, se protéger, se déplacer. Et bah, si on organise l'économie pour justement mobiliser des ressources naturelles et des ressources humaines pour satisfaire des besoins, en commençant par les besoins insatisfaits, on voit que le processus économique, c'est plus juste une flèche qui monte de manière exponentielle sans limite. C'est juste un processus, ok, on est là, il y a des besoins insatisfaits. On veut être là, où il n'y a plus de besoins insatisfaits. Donc là, la croissance, ça devient juste une phase temporaire d'adaptation pour développer les capacités productives, pour satisfaire des besoins insatisfaits. Et ensuite, dès qu'on a fait ça, et ben là on passe en mode maintenance, stabilisation, reproduction. Maintenant, le but, c'est de ne pas retomber dans la pauvreté, dans l'insuffisance sociale, il faut le conserver. C'est de nouveau comment tu les définis, ces besoins, c'est important. Même si tu parles qu'à un moment donné, tu arrives à une satiété, faire en sorte que toute une population arrive à satiété de prendre l'avion, on est un peu dans un contre-exemple, là, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça beaucoup plus instinctif de se dire comment est-ce qu'on devrait organiser l'économie, de se dire, bon bah tiens, on va faire des forums d'identification des besoins à l'échelle des territoires, des villes. Par exemple, quand on fait un budget à l'échelle d'une municipalité, ben on va faire une convention citoyenne où on peut chacun se réunir et identifier les besoins du territoire. On va dire, bon ça, les pistes cyclables, c'est très important pour nous. Ça, le théâtre local, ultra important. Ça, la construction d'un data center, franchement, on s'en fout un peu. De toute façon, on touche même pas les profits, les publicités peut-être un peu moins. Donc, on fait une sorte de hiérarchie. Et après, tu compares avec ta biocapacité. Cette année, on a un budget carbone, on a un budget eau, on a un budget artificialisation des sols. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et là, on discute. Et ensuite, on mesure. Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que ça satisfait les budgets? Là, en fait, c'est de l'économie ultra concrète. Alors que, imagine ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dire non, on va juste essayer de maximiser la circulation des euros et espérer que de cette augmentation de la circulation des euros, tout le reste, magiquement, s'améliore. C'est ça qui est utopique. Enfin, c'est presque une pensée magique. Donc, mais tu as raison, le bien-être, il est écrit nulle part. C'est quelque chose de contextuel, c'est quelque chose de changeant. Donc, il va falloir qu'on développe des forums démocratiques. J'ai parlé des budgets participatifs pour les municipalités. Ça peut être aussi à travers des monnaies locales. Ça peut être à travers des coopératives. Ou pareil, au sein d'une entreprise, au lieu de booster les profits, eh ben, tu te dis, qu'est-ce qu'on veut produire? C'est quoi le besoin qu'on cherche à satisfaire? Et quel est le volume de production qui va nous permettre de satisfaire ce besoin? Quelle est notre échelle optimale? Comment est-ce qu'on veut travailler? Toutes ces questions que tu prends de manière démocratique, et là tu vois que l'entreprise, elle vient s'organiser autour du bien-être au lieu d'être juste une entreprise à but lucratif. C'est la logique des coopératives à lucrativité limitée comme il y en a déjà beaucoup. Et pareil, si tu remontes à l'échelle nationale avec des référendums d'initiation citoyenne, c'est pas le terme, c'est une vieille traduction d'un terme anglais, mais des référendums d'initiative citoyenne, voilà c'est ça. Où là aussi, on pourrait imaginer même une convention du bien-être. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une convention du bien-être aujourd'hui, juste pour dire, le PIB, c'est un indicateur un petit peu pourri, on a besoin d'un nouveau. Vous savez quoi, on va prendre 6 mois, convention citoyenne sur le bien-être, pour définir des nouveaux indicateurs. Comme la Nouvelle-Zélande, bon, ils n'ont pas fait une convention démocratique, mais ils ont quand même sélectionné 65 indicateurs de santé sociale et de soutenabilité écologique. Et donc, chaque pays, chaque territoire pourrait faire la même chose pour trouver leur boussole. Ce serait déjà la première étape. Donc le changement de logiciel. Et après, il se faudrait poser la question compliquée de comment est-ce qu'on arrive justement à atteindre les objectifs qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on doit changer dans le système. Et là, on passe par des choix difficiles de redistribution des richesses, de changement de la législation et de beaucoup de choses dont j'espère qu'on va avoir l'occasion de discuter ici. Ça t'arrive quand tu fais des conférences dans des endroits où, je ne vais pas dire que tu es persona non grata, mais tes idées le sont potentiellement. Est-ce que tu as été dans un endroit, une société où, en termes de connaissance de ces sujets, climat, écologie, limites planétaires, anthropocène,
tu t'es vraiment dit, ok, là, on est au niveau maternel, ils y sont pas, et que tu as dû te heurter à quelques égos, que tu en as froissé quelques-uns sur ces questions-là. Ça t'est arrivé récemment? Ouais. Ah, raconte-nous un Ça peu. arrive. Bon, le livre, Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance, il est sorti le 16 septembre 2022. Et il a bien marché. Hein. Il a Félicitations, bien mon gars. marché. Je suis content qu'il ait bien marché, mais ça veut dire que j'ai reçu beaucoup d'invitations. Ça veut dire que j'ai responsabilité. J'ai écrit le livre. Si on me demande de venir l'expliquer, je me dois en tant que scientifique public de venir l'expliquer, d'être disponible. Donc j'ai fait près de 300 événements depuis septembre, aller à droite, à gauche, dans des entreprises, dans des municipalités, dans des associations, dans des écoles, dans des lycées, vraiment, et pour expliquer les concepts, la science sur le sujet, vraiment essayer d'expliquer. Et là, oui, c'est vrai que très souvent, et surtout dans des grandes entreprises, on se rend compte qu'on est à des années-lumière de bien comprendre ces choses-là. Vraiment, la base de la l'économie réactance écologique. Mais pas autant. Moi, je m'attendais vraiment à me faire accueillir comme le collapso communiste révolutionnaire. Vraiment, ils allaient venir, oui, ne parlez pas à nos employés. De remettre ne lisez pas le l'URSS. livre. Un petit peu comme on avait vu les controverses autour de la décroissance depuis les années 2000, mais pas du tout. C'est ça qui m'étonne. Donc 300 événements, le bouquin, il va dépasser les 30 000 ventes, donc il est vraiment grosse popularité, mais je n'ai reçu encore aucune critique. C'est bizarre. C'est ultra bizarre. L'idée est radicale. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient, en fait, Timothée, moi, voilà, je suis pro-capitaliste, je travaille, je suis entrepreneur, je crois à la puissance du néolibéralisme, ces choses comme ça, ou même des économistes néoclassiques. J'ai envie d'être en désaccord avec ton livre. Mais j'arrive pas. Mais j'arrive pas. Et bon, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai parlé avec des collègues, pas juste des universitaires, mais aussi d'autres personnes qui travaillent dans des entreprises qui m'ont dit, moi, j'ai lu le livre, et au début, je me suis dit, voilà, je me prépare, je vais le décortiquer, je vais vraiment le retourner, et ça va y aller bon train. Au final, j'ai pas réussi à le falsifier, et donc j'ai été obligé de changer d'avis. Bien sûr, tout le monde ne le fait pas, mais il y a des gens qui m'ont dit, voilà, j'ai été obligé de changer d'avis. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment, un point de bascule, où ça devient presque impossible à réfuter ces choses-là. Parce qu'on l'a vu, l'espèce de pensée magique qui t'explique que la croissance verte va te permettre d'atteindre un truc dans les quelques années à venir. Plus on s'approche de l'objectif, plus ça devient impossible. Et donc, non, je pense que ça fait réfléchir des gens. Il y a des gens aussi, je pense, qui sont assez hermétiques à l'idée parce que justement, ils la balayent de la main, dire « Ah voilà, c'est la décroissance, j'en parle pas ». Alors que moi, c'est ce que j'avais essayé de faire dans le livre, tu sais, de ramifier. La décroissance, elle se connecte avec l'économie sociale et solidaire, et avec l'économie circulaire, et avec la bioéconomie, et avec la collapsologie, et avec la post-croissance, l'économie du bien-être, et plein de trucs ensemble. C'est pas juste un parti, tu votes oui ou non. Non, c'est juste une boîte à outils, un cadre conceptuel qui peut te permettre, en fait, de comprendre des choses qu'on avait du mal à comprendre avant, parce qu'on avait, je pense, une connaissance assez parcellaire des dynamismes de la croissance économique. Tu te rappelles, on avait fait un petit exercice de pensée. Moi, je vais te demander une analyse et de me donner 3 raisons, et après je vais faire l'inverse, 3 raisons pour lesquelles tu estimerais qu'on n'y arriverait pas. Dans l'actualité, quelque chose que tu as entendu, quelque chose que tu as vu, une expérience que tu as vécue. 3 raisons pour lesquelles tu dis, là, ça fout une claque et c'est mort, on va pas y arriver. Et t'inquiète pas, après, je vais te poser autre question. 3 raisons. Écoute, ce matin-là, de voir à la fois la présidente du Parlement européen et la présidente de la Commission européenne ouvrir la plénière d'une conférence sur Beyond Growth en faisant la promotion de la croissance économique, là, moi j'étais là en train de serrer mes noues, je me dis non, quand même, là c'est de la provoque. Au début je pensais que c'était peut-être une blague, peut-être du stand-up, non mais je déconne, et tout, c'est la Beyond Growth. Mais non, donc là, de voir ça, on se dit en fait qu'on peut indéfiniment rester dans cette même, la salle d'attente du changement. Moi j'aime bien la voir comme ça. Il y a des gens qui sont là, Denis Meadows, il est dans la salle d'attente du changement depuis 1972. Il y en a beaucoup, des militants des années 70, ils sont dans leur salle d'attente, là ils attendent. Ça fait 50 ans. Donc moi j'ai très peur. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est bien sûr à chaque fois que je me retrouve confronté à une publicité, c'est-à-dire qu'on parle de ça, on a l'impression que tu sors dehors et tu vois une publicité, prenez l'avion, allez prendre le soleil au Maroc. T'as vu la publicité du Defender, le gros char d'assaut de Land Rover? Tu m'as régalé avec cette suite. Ouais, incroyable. Je connaissais pas et je l'ai dans un slide quand je parle de publicité. Elle est pas loin d'ici. Magnifique, exactement ça. Donc dès que je me retrouve confronté à une publicité, je vois, on ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'automatisme du système où si même toutes les personnes, et moi j'en ai beaucoup rencontré en entreprise qui font « Ah oui, ralentir au PR, la décroissance, pourquoi pas, talala. » Mais en fait, le système en lui-même
continuent à se reproduire parce que ces personnes toujours te disent la même chose. Oui, bah, c'est pas moi qui prends les décisions, j'ai les mains dans le dos, si je fais pas ça, quelqu'un me remplacera. Et même, c'est marrant parce que moi, j'ai rencontré pas mal de PDG des entreprises les plus puissantes au monde, mais ils te disent la même chose. Ils font, mais moi, je peux pas, j'ai les mains dans le dos. Qu'est-ce que vous pensez nos actionnaires? Que vous pensez nos... Et pareil, à chaque fois, c'est marrant parce que les clients, les gens, les consommateurs disent, mais nous, on n'a pas le choix, on peut pas décider des entreprises. On voit chacun la faute sur tout le monde. Quoi. Et le PDG, donc la personne qui pourrait, en un coup de main, changer un truc dans une entreprise, va te dire, mais non, mais que vont faire mes consommateurs? C'est aux consommateurs de décider de... Ouais, mais c'est ça. En fait, tout le monde se renvoie la balle. Tout le monde se renvoie la balle et en attendant, il ne se passe rien. Donc ça, c'est terrifiant parce qu'on pourrait le faire pendant très longtemps. Le troisième point, là, c'est plus spécifique, c'est quand j'ai des rencontres avec des grands économistes connus, néoclassiques, donc des gens qui représentent vraiment la pensée économiste respectée. J'ai partagé un panel avec Philippe Aghion, par exemple, en France, un professeur au Collège de France et à Harvard, il me semble, moi j'ai appris ces théories de la croissance quand j'étais déjà étudiant en économie, donc c'est vraiment une ponte sur le sujet. Et on parle un petit peu de décroissance, il n'avait pas lu le livre, il n'avait jamais rien lu sur la décroissance, et le premier truc qui me sort, il me dit « Ah bah oui, moi la décroissance, vous savez quoi en 2 secondes, je fais changer n'importe quel décroissant d'avis. » En une question, je lui demande « Est-ce que tu veux retourner aux techniques des dentistes des années 40 ?» Non, et bah donc, t'es pour la croissance. Et là, tu te dis, c'est quoi ce waouh, Excuse-moi, ça me fait rigoler. Ouais, non, mais et là, tu te dis quelqu'un, donc un intellectuel public, qui est donc payé pour être universitaire, pour éclairer ces débats, pour arriver à trouver des nouvelles solutions, prend un sujet comme ça à la légère. Et là, je me dis, là aussi, en fait, ce genre de glisser de main, de dire, ah là là, on peut le faire longtemps. Ça, c'est peut-être 3 exemples à chaque fois qui me ramènent. Mais est-ce que tu m'as dit, je fais 3 exemples qui font le contraire? 3 exemples, ça en a un 4e. Non, mais on pourrait continuer longtemps, mais après tout le monde va être déprimé. C'est ça. Ben justement, 3 raisons pour lesquelles on va y arriver. Si on a une 4e, une 5e, fais-toi plaisir. C'est le moment de l'espoir, là. Alors, tous les jours, maintenant, on voit des actions quand même exceptionnelles de courage et de créativité de personnes qui vont se coller à des voitures, bloquer des routes, s'introduire dans des mines, salir des tableaux, bloquer des distributeurs, ou tout un florilège en fait de tactiques de blocage, de prise de conscience. Et donc ça se multiplie. Ça n'existait pas. Ah oui, je me permets rapidement de t'interrompre et de saluer Dominique, partenaire, collaborateur sur Limite, qui est derrière la caméra. Viens, qu'on te voit une fois. Et je monte mon tatouage aussi. Monte ton tatouage, mon gars, s'il te plaît. On va y aller jusqu'au bout. Mets-toi ici. Okay. Là, il se passe un truc dans cette interview. Désolé, il faut le faire. Voilà. Monte ce tatouage. Extinction, rébellion. Wow. Gang. Voilà. Et c'est le genre de gars qui, effectivement. D'ailleurs, remercie-le, il a collé des affiches d'e-growth dans Bruxelles. Ah, bah, très chouette. Donc, ça, ces actions, moi, ça me montre, en fait, il y a une énergie fantastique. Une énergie qui n'est pas seulement une énergie bête de mobilisation où on va crier. Non, c'est une énergie qui est là, mais c'est une énergie créative, c'est de la recherche et développement, tu vois. Je pense que les entreprises, elles disent on va investir des inventeurs pour créer des trucs. Bah, nous, à l'échelle de la société, là, on a lancé le processus de research and development, et bah, le plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Et de voir ça comme ça, moi, en tant que scientifique, ça me donne énormément d'énergie. Parce que je me dis là, on n'est pas juste à produire des théories et des concepts que personne va lire. On est connecté directement la pratique avec la théorie, vraiment l'action et l'étude. Et ça, ça fait plaisir de voir ça. Donc ça me donne la pêche d'être ici au Parlement européen quand même et de voir 5000 personnes, ouais. Pas en physique, mais tous les participants de la conférence, 5000 personnes. Ouais, sur 3 jours, donc en fait, tu en auras même plus. C'est sans précédent. Il n'y a jamais eu vraiment un événement avec autant de personnes pour parler de ces sujets. Moi, et un troisième truc, alors ça j'adore, tous les jours, je reçois des mails de personnes qui me disent « Oh, j'ai découvert la décroissance, machin, j'ai décidé d'écrire un mémoire sur le sujet, ou j'ai décidé d'aller faire une thèse sur le sujet, ou j'ai décidé d'arrêter mon boulot et d'aller bosser pour cette entreprise, ou j'ai décidé d'arrêter ça et de faire ci. » Tous les jours. Et donc là, en fait, il y a une masse critique et créative qui est en train de se créer, qui est gigantesque. Et donc, c'est-à-dire que là, les effets d'entraînement, quoi qu'on ait eu, rien que même la petite littérature académique sur la décroissance qui est aujourd'hui très riche, il y a eu plus d'articles publiés depuis 2018 que depuis l'invention du concept en 2002. Des articles scientifiques. Articles scientifiques, il y en a près de 700 et je pense qu'en quelques années, on en produira plus que même les 700 articles qu'on a aujourd'hui avec la centaine
même plus d'étudiants qui font maintenant des mémoires, qui ont envie de faire de la recherche, et pas la recherche pantouflarde, non, une recherche concentrée, une recherche action, une recherche utile, et une recherche en collaboration avec les gens, bah oui, qui vont bloquer des trucs, qui très souvent aussi sont des scientifiques, hein. Donc les rôles interagissent. Et donc, bah, je sais pas, ça faisait 3 raisons. Si tu en as une quatrième bonus, parce que je pense que les gens les aiment bien, mais si tu es tranquille avec ça. Les personnes qui nous regardent, il y a un peu de tout. Vraiment, c'est issu de toutes les catégories socio-professionnelles, socio-économiques, de différentes cultures. Et en discutant parfois avec pas mal d'abonnés, c'est difficile. C'est lourd pour eux, tu vois. Forcément, quand tu rentres dans une chaîne comme Limite et que tu creuses toutes les vidéos, quand tu ressors de chez toi, on tombe un peu sur le même syndrome, les publicités, les ci, les ça. Moi, je voudrais que tu leur passes un message, parce que tu es quand même quelqu'un de super inspirant, et je crois qu'ils en ont besoin. Bah, moi, je suis passé à travers exactement le même processus, hein. Quand j'ai commencé, j'ai fait un Erasmus en Suède en 3e année d'économie. Je n'avais jamais entendu le terme changement climatique de toute ma vie. J'étais vraiment l'économiste le plus mainstream qu'on puisse imaginer. Et je suis passé à travers toute la phase, et on pourrait se dire, comment est-ce qu'on arrive à garder la pêche, tu vois, parce que la première réaction que tu as avec ces trucs-là, c'est ça t'apporte une éco-anxiété de fou, tu vas imploser de l'intérieur. Et même maintenant, moi, tu sais, dès que j'entends un souffleur de feuilles, je suis à genoux. Il y a quelques trucs symboliques comme ça qui me rappellent l'immensité et la dangerosité du changement climatique. Ça peut être une publicité dans une gare pour un avion, où je reste coincé pendant 30 minutes, à voir vraiment l'intégralité de tous les rapports du GIEC que j'ai lus et de tous les trucs que je connais, et de me rendre compte que, waouh, là je vois, ça ouvre un portail sur potentiellement la destruction du monde. Donc là, c'est quand même un poids à porter. Dès que tu vois une publicité, il y en a beaucoup, ou dès que tu entends un souffleur de feuilles, et malheureusement, il y en a aussi beaucoup. Mais c'est aussi une source, moi, ça me dynamise beaucoup. C'est-à-dire que il faut se dire, cette sensation à travers tu sais, ce qu'ils appellent la pédagogie des catastrophes. C'est-à-dire, ah bah merde, on va vraiment à fond vers la falaise. Comment est-ce qu'on fait pour l'éviter ? Donc cette projection vers la catastrophe qui nous permet de revenir aujourd'hui et de dire, ah bah voilà, ça, la croissance verte, on va éviter de le faire. Parce que j'ai fait les calculs, on a regardé, on a étendu dans le futur, et ça nous mène à une grosse impasse. Donc on va prendre une autre option. Donc ça, il faut arriver peut-être à transformer cette énergie qui peut te bloquer, qui peut te paralyser, pour que ça soit justement une énergie qui devienne créatrice dans la logique un petit peu de la pensée utopique. Moi, tu sais que j'adore le terme de l'utopie, que je revendique. D'ailleurs, sur la vidéo, je parlais d'utopie de la décroissance, sur la conférence TED que j'ai fait, et les gens me disaient « Oui, mais c'est pas plutôt l'utopie de la croissance verte ?» En fait, l'utopie, c'est imaginer une société meilleure et utiliser ce processus d'imagination d'une société meilleure comme instrument de critique du présent. C'est exactement ça la décroissance, c'est de se dire, regardez la société qu'on pourrait avoir si on n'avait pas une économie obsédée par la croissance, par le pouvoir d'achat, par les profits, avec un mode de planification plutocratique et des inégalités pas possibles. Regardez un petit peu l'économie du bien-être, post-croissance, d'équilibre et la vie lente et joyeuse et conviviale qu'on pourrait avoir. Et on peut le faire. Et on peut le faire. Et à travers ce voyage, en fait, on revient dans le présent avec une pêche pas possible, parce que comme si tu étais allé sur une autre planète, et tu te dis, waouh, je l'ai vu, ça peut marcher, qu'est-ce qu'on attend ? Merci Tim, c'était un très très bon moment. Merci de m'avoir encore accueilli. Comme d'hab, je voudrais bien qu'on fasse plus longtemps, mais on est dans un cadre très spécial avec les conférences Beyond Growth. On a un programme très très soutenu. Je te souhaite que le meilleur, on se revoit d'ici quelques mois de toute façon, mais c'était un vrai plaisir comme d'hab. À la prochaine. À bientôt sur Limite.